Yosh! Tu veux partir en voyage au Japon et tu te demandes quelle est la bonne technique pour payer son billet d'avion le moins cher possible. Et tu te poses plein de questions. Quel vol choisir? Vol direct ou avec escale? Avec quelle compagnie? Quel aéroport d'arrivée choisir? Faut-il un VPN pour acheter son billet en ligne? Bref, tout un tas de questions pour cette partie cruciale de l'organisation de ton voyage au Japon, dans lequel on peut se perdre et qui pèse lourd dans le budget global de ce voyage. Et je suis là pour t'aider. Allez, c'est parti! Salut les amis, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder ce sujet en plusieurs étapes, avec 4 thématiques principales. La première, vol direct ou avec escale. On va voir les différences, les avantages, les inconvénients. Deuxième point, quel aéroport choisir pour votre départ et à l'arrivée au Japon. Troisième point, quelle compagnie choisir et où acheter son billet. Et enfin, quatrième et dernier point, comment acheter son billet au meilleur prix. On commence. Thématique numéro 1, un vol direct ou un vol avec escale? Alors il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas en fait. Avant de les voir, notez une chose importante, depuis la France il n'y a que 3 compagnies qui effectuent des vols directs pour le Japon. Air France, All Nippon Airways et Japan Airlines, donc une compagnie française et 2 compagnies japonaises. Alors pour les vols directs, quels sont les avantages? Tout simplement l'aspect pratique et du coup le gain de temps, forcément. C'est vraiment la solution la plus confortable puisque vous montez dans l'avion, une fois que vous atterrissez, vous êtes sur place, pas de changement, c'est assez agréable. Au niveau des inconvénients d'un vol direct, en fait ça va être le prix, à vol équivalent, période, etc. Un vol direct va toujours coûter un peu plus cher qu'un vol avec escale. Il peut y avoir des exceptions mais c'est quand même assez rare. Et le fait de se taper entre 13h30 et 14h30 de vol non-stop. Pour certaines personnes, ça peut être très long. En fait, depuis le conflit russo-ukrainien, on ne peut plus survoler l'espace aérien russe, sauf pour les compagnies chinoises qui sont autorisées. Oui, en effet, car l'avion va prendre ce que l'on appelle la route du Sud et longer la frontière russe, ce qui rallonge le trajet et du coup le temps. Pour les vols avec escale, l'avantage, ça va être le prix. Même si lorsque vous regardez les comparatifs, des fois vous avez des vols avec escale qui sont bien plus chers qu'un vol direct. Mais sur la finalité, le prix le plus bas atteignable sera toujours un vol avec escale, sauf cas exceptionnel. Et les autres avantages du vol avec escale sont la possibilité de faire une pause, entre guillemets, entre les 2 vols et pas avoir le long trajet d'un seul coup, permettant de se dégourdir les jambes pendant l'escale, sur une escale courte, ou à l'inverse à ceux qui le souhaitent, une escale plus longue dans une ville qui les intéresse, ce qui peut permettre de visiter cette ville rapidement sur une partie de la journée. Ce point-là qui reste un choix très personnel. Les inconvénients du vol avec escale, tout simplement de devoir refaire les formalités, le risque de rater la correspondance, alors même si c'est rare, le risque de perte des bagages qui se multiplie avec les escales, et là pour le coup c'est plus courant, et le temps total de trajet. Pour des durées de séjour assez courtes comme 15 jours, avoir un temps total de trajet d'une vingtaine d'heures par exemple, aller-retour ça pèse quand même énormément sur la durée de votre voyage total. Donc important d'en tenir compte. On ne peut pas dire qu'une des solutions est meilleure que l'autre, mais par rapport au point qu'on vient de voir précédemment, c'est à vous de juger ce qui est le plus confortable pour vous. Deuxième thématique, quel aéroport de départ et d'arrivée choisir? Alors pour l'aéroport de départ, vous avez plusieurs possibilités. Si vous partez depuis Paris, ce sera par Roissy-Charles de Gaulle et vous allez devoir vous rendre à cet aéroport par différents moyens. En voiture, en transport en commun, RER si vous êtes sur la région parisienne, en bus éventuellement, ou en TGV si vous êtes plus loin, c'est mon cas par exemple, c'est ce que je fais à chaque fois, je fais Avignon, Paris en TGV. Ou en partant d'un aéroport, par exemple faire Marseille, Roissy-Charles de Gaulle. Mais c'est là où il ne faut surtout pas se cantonner à cette possibilité. En effet, si derrière vous refaites encore un vol avec escale, en partant de Paris, en fait vous ferez 2 escales, ce qui commence à être un peu fatigant. Donc pensez à bien regarder les possibilités depuis votre aéroport de départ, si vous partez de Marseille, de Nantes ou autre. Je vais prendre l'exemple de All Nippon Airways puisque je voyage avec eux. Vous pouvez faire par exemple un Marseille-Vienne avec Austrian Air, puis Vienne-Tokyo avec All Nippon Airways. Et au retour faire Tokyo-Francfort, toujours avec All Nippon Airways, puis Francfort-Marseille avec la Lufthansa. Et là vous vous dites, mais attends, il nous parle de All Nippon Airways et puis il nous parle de Lufthansa et Austrian Air. Oui, car en fait le vol est opéré par All Nippon Airways pour une autre compagnie. Et c'est quelque chose qui se fait énormément par les compagnies aériennes. Et notamment All Nippon Airways qui fait partie, avec les 2 compagnies que je viens de citer, de la Star Alliance, qui comporte 26 compagnies aériennes. C'est la plus grosse alliance mondiale en compagnie aérienne.
il existe aussi SkyTeam et OneWorld. Une autre possibilité pour les résidents français limitrophes avec d'autres pays, vous pouvez partir de Bruxelles, Genève, etc. Alors ce qui est très important dans ces cas de figure, c'est de bien comparer vos coûts globaux en partant d'un aéroport étranger. Combien cela va vous coûter de vous rendre à Bruxelles, à Genève, si vous y allez en voiture, le coût du parking longue durée, ce genre de choses. Et là, Excel est ton ami ou tout autre tableur, n'hésitez pas à vous faire un tableau comparatif pour regarder le coût total de votre vol. Ça paraît bête, mais c'est visuellement ultra pratique et ça vous permet vraiment de comparer et de sélectionner la solution la plus économique ou la plus agréable pour vous. Alors maintenant au niveau aéroport d'arrivée au Japon, il y a 4 aéroports internationaux. Je dis bien internationaux, il y a bien sûr d'autres aéroports au Japon, mais pour les vols internationaux, il y en a 4. Alors en fait, vous pouvez arriver dans celui qui vous chante. Quelque chose qui se fait assez fréquemment par pas mal de voyageurs, c'est d'arriver par exemple à Tokyo et repartir de Osaka, ou inversement. Donc concernant ces 4 aéroports, il y en a 2 à Tokyo. Tokyo Haneda, c'est certainement le plus courant aujourd'hui. Personnellement, je sélectionne toujours celui-ci, je trouve que c'est le plus pratique, ça reste mon avis. Cet aéroport est situé dans la baie de Tokyo, au sud, et vous pouvez rejoindre le centre de Tokyo très rapidement, en une demi-heure, avec le monorail, qui est une ligne spécifique qui relie l'aéroport de Haneda à la gare de Hamamatsusho. Cette station Hamamatsusho, qui est sur la ligne circulaire de métro de Tokyo, la fameuse Yamanote Line, ligne Yamanote, dont on parlera sur une vidéo dédiée sur les déplacements en métro et en train dans Tokyo. Le deuxième aéroport international de Tokyo est celui de Narita. Il est situé à l'est de Tokyo et il faut environ 1 heure pour rejoindre le centre. Alors il y a plusieurs possibilités, vous pouvez le faire en bus par exemple, en taxi évidemment, alors si vous avez un gros budget, parce que les taxis à Tokyo c'est pas cadeau, en limousine si vous avez un budget encore plus gros, en hélicoptère, bon là on est vraiment dans le haut de gamme, donc on va peut-être prendre les plus courants. Vous avez le Narita Express. Cette ligne fait partie du réseau JR, Japan Rail. Donc pour les détenteurs d'un JR Pass, vous pourrez en plus voyager gratuitement sur cette ligne. Le JR Pass, on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y a un vrai sujet là. Donc cette ligne Narita Express qui dessert les gares de Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Shinagawa et qui va même jusqu'à Yokohama. Il y a également le Skyliner qui lui arrive sur Ueno qui est également une gare qui se trouve sur la ligne Yamanote. Donc pour ceux qui ne voient encore pas très bien ce qu'est la ligne Yamanote, qui est une ligne circulaire comme je disais tout à l'heure du centre de Tokyo, elle dessert vraiment tous les grands quartiers de la ville, dont ceux qu'on vient de citer précédemment. Du coup, vous vous retrouvez vraiment dans le cœur de la ville. Donc ce Skyliner fait partie de la ligne Keisei, et sur cette même ligne, il y a le Rapid Keisei, qui lui part, il me semble, du terminal 1 pour rejoindre la station Nippori, qui une fois de plus est une station de la ligne Yamanote. Donc si je résume, entre ces deux aéroports, le plus simple c'est évidemment Haneda. Toutefois, si vous trouvez un billet super intéressant avec une arrivée à Narita, surtout n'hésitez pas, ça reste très simple de rejoindre le centre, c'est une demi-heure de plus au final. Le troisième aéroport international du Japon, c'est celui d'Osaka. Donc là pour le coup c'est vraiment une histoire de choix personnel comme je le disais tout à l'heure, pour éventuellement arriver sur cette ville et repartir de Tokyo ou inversement suivant le circuit que vous avez prévu pour votre voyage. Attention par contre, pour Osaka, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de vol direct depuis la France. Et enfin l'aéroport de Nagoya, alors pour le coup c'est pareil, c'est un choix qui peut rester très personnel suivant le circuit que vous avez prévu. Là une fois encore, pas de vol direct possible, puisque Nagoya pour les vols directs dessert plutôt l'Asie. Troisième thématique, quelle compagnie aérienne choisir et où acheter son billet? Alors on pourrait presque faire une vidéo entière sur le sujet des compagnies aériennes, mais on va essayer de faire un résumé. Je dirais qu'il y a 3 catégories. Les compagnies concernées par les vols directs, Air France, All Nippon Airways, Japan Airlines. Les compagnies connues et bien notées dans le top 100 des classements mondiaux des compagnies aériennes, comme Qatar Airways ou Emirates par exemple. Et enfin les compagnies un petit peu plus low cost entre guillemets. Alors si vous avez choisi de faire un vol direct, bon moi personnellement je voyage avec All Nippon Airways, j'en suis ravi. L'avantage de partir avec une compagnie japonaise, c'est que dès le départ vous êtes déjà dans le bain, dans l'état d'esprit japonais, donc le calme, le service, la ponctualité. Et puis voilà, comme je disais avant, ça met tout de suite dans le bain, moi j'adore. Dans les comparatifs qu'on peut trouver, All Nippon Airways est un petit peu devant Japan Airlines. Voilà, mais les deux compagnies se valent quand même à peu près. Je suis moins fan d'Air France. Air France est souvent un peu plus cher que les deux compagnies précédentes que je viens de citer, All Nippon Airways et Japan Airlines. Les deux compagnies japonaises proposent dès le départ dans leurs tarifs 2 bagages en soute de 23 kg, ce qui n'est pas le cas sur Air France. Mais petite parenthèse, attention, on est en janvier 2025, j'ai cru comprendre que pour la fin d'année, vers octobre, ils allaient revenir à un seul bagage de 23 kg. À vérifier.
Toutefois, vous pouvez vous sentir plus à l'aise de voyager avec une compagnie française, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque les hôtesses et les stewards sur les compagnies japonaises parlent évidemment japonais et anglais. Il y a toujours une hôtesse ou un steward qui parle français sur un vol France-Japon, forcément, mais du coup, vous n'avez pas l'ensemble du personnel qui parle français. Et ce qui peut être déroutant pour un premier voyage, ou tout simplement pour les personnes qui ne parlent pas japonais, tout simplement, et qui ne sont pas hyper à l'aise sur l'anglais. Et enfin, l'avantage d'Air France, ce sera au niveau du service client, en cas de réclamation, etc. Ce sera plus simple qu'avec une compagnie japonaise. Pour les vols avec escale, en fait, vous pouvez vous baser tout simplement sur le top 100 annuel qui est trouvable facilement sur Internet. Je n'ai pas l'expérience nécessaire pour vous faire un débrief de chaque compagnie. Donc ça, vous pouvez les fouiller, les différents avis, pareil, sur Internet par compagnie. Et puis enfin, vous allez avoir les vols avec des compagnies un petit peu plus low cost, ou du moins avec des tarifs plus attractifs. Je pense notamment à Air China ou China Eastern. Alors moi je suis moins fan, même si certains vous diront qu'ils ont voyagé avec eux et que ça s'est très bien passé. Mais il y a aussi souvent des échos sur les escales en Chine qui ne sont pas les mieux organisées. Et sans vouloir rentrer dans la psychose, mais les vols chinois, comme je le disais tout à l'heure, sont autorisés à survoler l'espace aérien russe. Et au moment où je fais cette vidéo, on est en janvier 2025, en décembre 2024, donc juste le mois dernier, il y a un avion de ligne qui a été abattu par erreur par un tir russe. Donc bon, ça fait pas rêver. Et enfin, avant d'attaquer la dernière thématique, je vous invite à acheter votre billet uniquement par la compagnie aérienne et non pas par des opérateurs. Ça pour deux raisons. La première, c'est qu'avec un opérateur, vous pouvez vous retrouver avec des frais surprises qui n'étaient pas prévus. Et la seconde, c'est qu'en cas de réclamation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc achetez votre billet sur le site de la compagnie. Vraiment, c'est un conseil. Quatrième et dernière thématique, sûrement la plus importante. Quelle est la bonne technique pour acheter son billet d'avion moins cher, ou du moins au meilleur prix possible? Alors maintenant que vous savez tout sur l'aspect logistique, comment faire pour payer son billet au prix juste? Alors je vais vous donner ma méthode. Je ne vous dis pas que je détiens la vérité absolue, mais je fonctionne à chaque fois comme ça et ça me va très bien. Petite parenthèse, il vaut mieux s'y prendre plusieurs mois à l'avance, mais on verra un peu plus tard dans la vidéo que c'est pas une science exacte. Alors dans l'ordre, voici comment je procède. Je commence par déterminer les dates auxquelles je veux partir. Par rapport à mes contraintes professionnelles. Moi, par exemple, je ne peux pas poser de congé de mi-septembre à début janvier par rapport à mon boulot. Donc le but, c'est de trouver le bon compromis entre les périodes auxquelles vous pouvez partir et les périodes auxquelles vous avez envie de découvrir ce pays. D'ailleurs, profitez-en pour jeter un coup d'œil sur ma vidéo. Quelle est la meilleure période pour partir au Japon? Vous le retrouvez dans la playlist où je vous mets le lien en description. Deuxièmement, une fois que j'ai déterminé les dates, je fais un premier jet sur le site de la compagnie avec qui j'ai envie de voyager. Alors très important sur la plupart des sites des compagnies aériennes, vous allez choisir une date de départ et une date de retour. Et lorsque vous avez fait votre sélection, vous avez très souvent un tableau comparatif avec un départ et ou un retour à quelques jours près. Donc j'insiste, regardez bien cette partie, soyez attentifs. Parce que vous allez vous rendre compte que parfois, de décaler d'un jour avant ou après, à l'aller ou au retour, voire les deux, l'impact sur le prix du billet. Vous pouvez avoir des différences de 100, 200, 300 euros. Donc regardez bien ce point. Attention évidemment, si du coup vous avez un billet plus intéressant en partant un jour de plus, prenez aussi en compte que vous allez avoir une nuit d'hôtel ou hébergement autre en plus à payer. Mais si quand vous faites l'addition, ça revient au même, ça vaut quand même le coup de partir un jour de plus. Troisième étape, je prévalide avec mon employeur cette période de congé souhaitée en expliquant que je veux partir de telle date à telle date, je partirai peut-être le vendredi, je partirai peut-être le samedi, je partirai peut-être le jeudi et essayez d'avoir l'accord de votre employeur à ce niveau-là. Alors je parle pour les gens qui sont salariés, après ceux qui sont à leur compte ou autres, donc à vous de voir par rapport à votre organisation évidemment, pour être serein et éviter de mauvaises surprises au moment où vous allez cliquer et acheter vos billets. Et quatrième et dernière étape, je me rends sur le site Skyscanner, je vous mets le lien en description, qui est un site de comparatif de vol. Il y en a d'autres qui existent, moi j'aime bien celui-là. D'ailleurs, vous pouvez revenir au point numéro 2, si au lieu de commencer à regarder via une compagnie aérienne précise, vous pouvez commencer avec Skyscanner. Et attention, c'est ça le secret pour payer son vol au bon prix. Vous allez vous rendre compte que le STOP! Donc là, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu actives les notifications, puis tu partages même la vidéo, ok? Entre nous, quoi. Donc là, vous allez vous rendre compte que le prix du billet va fluctuer. Donc pour ça, il faut vous créer une alerte sur ce site, Skyscanner, et vous allez recevoir tous les jours les évolutions tarifaires de ce vol que vous avez sélectionné. Quand il y a des évolutions, ça peut arriver que pendant plusieurs jours, il n'y en ait pas. Et donc vous allez vous rendre compte que le prix du vol que vous avez sélectionné va augmenter, le lendemain rebaisser,
puis remonter, puis redescendre, stagner, baisser, descendre, monter, etc. Enfin, ça ne va pas arrêter. Pourquoi ? Parce que les compagnies aériennes fonctionnent avec un truc vieux comme le monde, comme dans toutes les formes de commerce, avec l'offre et la demande. Donc si les billets se vendent sur un vol spécifique, c'est qu'ils sont au bon prix, voire même compétitifs. Du coup, ils déterminent qu'ils peuvent vendre leurs billets plus cher. Le billet de ce vol va donc augmenter. Et une fois qu'il sera trop cher, du coup les ventes vont redescendre. Et comme les ventes redescendent, le prix du billet va rebaisser pour redevenir attractif. Et donc c'est un yo-yo permanent. Donc mon conseil, c'est vraiment de créer cette alerte. Et quand vous tombez sur un moment où le prix du billet est bas, ou dans votre budget, qu'il vous convient, vous n'avez plus qu'à cliquer. C'est aussi simple que ça. Alors je vous donne quelques exemples concrets. En 2017, j'ai fait un vol direct avec All Nippon Airways, aller-retour 587 €. Alors ok, c'était la belle époque en termes de tarifs, j'étais parti début mars, c'était avant le Covid, l'inflation, etc. Mais à l'époque, un vol direct à cette période, c'était environ 800 €. Et un matin, il était à 587, j'ai cliqué, j'ai acheté, terminé. Je vous donne un exemple plus récent, 2024. Donc les prix ont fortement augmenté depuis 2017, comme je le disais. Toujours en vol direct avec All Nippon Airways, aller-retour 985 €. Sur une période fin mai début juin. Et là pour 2025, j'ai déjà acheté mes billets donc pour la même période, fin mai début juin, 967 €, toujours avec All Nippon Airways, toujours en vol direct. Et ce tarif est toujours un tarif aller-retour. Je vais un peu plus loin pour vous donner un exemple. Je voulais partir au mois de janvier de cette année, 2025. Bon, j'irai pas parce que c'est ingérable avec mon boulot, je pourrais pas l'organiser. Mais je m'étais mis les dates qui me convenaient sur début janvier, en créant une alerte sur Skyscanner, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et courant décembre, donc un mois avant le départ, j'avais des variations journalières de 400, 500, des fois 600 €. C'était hallucinant, avec une amplitude de 1200 à plus de 2000 € le billet. Et tout ça un mois avant le départ. Donc j'en parlais rapidement en début de vidéo, vous voyez que c'est possible de faire une bonne opération en prenant le billet plus au dernier moment. Mais attention, ça reste quand même très risqué. Je pense que c'est mieux de s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Et dernier exemple, là je regardais pour un billet pour repartir encore dans l'été, après mon séjour de fin mai début juin. J'ai trouvé un bon tarif en dessous de 1000 €, toujours avec All Nippon Airways en vol direct. Avec en plus sur ce vol-là en siège Premium Economy, ce qui peut être vachement agréable. Mais là par contre, pendant plus d'une semaine, je n'ai pas eu d'alerte car le prix restait complètement identique. Et puis il y a 2 jours, il a augmenté d'une soixantaine d'euros, rien de fou. Donc voilà, vous vous rendez compte que les billets des vols vraiment fluctuent et qu'il faut vraiment rester à l'affût pour acheter votre billet au bon moment, au bon prix. Ne vous précipitez pas, ne vous jetez pas sur un billet à la première visite d'un site internet d'une compagnie aérienne. Bon, sauf si vous avez un billet qui apparaît à 500 € en direct aller-retour, oui là, cliquez tout de suite. Et donc pour finir cette vidéo, est-ce qu'il faut un VPN pour acheter ces billets d'avion sur internet, permettant de le payer moins cher? Alors je vous donne mon avis et test personnel. Une fois encore, je ne détiens pas la vérité absolue, mais j'ai un peu de connaissances en informatique. Et pour avoir fait des tests avec 2 VPN différents, sur plusieurs ordinateurs en même temps, sur plusieurs téléphones portables en même temps, certains avec le VPN, d'autres non, et avec les appareils branchés en VPN en se mettant sur des pays différents, pour un même vol, j'ai retrouvé au centime près exactement le même prix partout. Donc je veux pas être ultra formel, mais bon, pour moi le truc du VPN c'est une légende urbaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Pour faire dans l'ordre sur cette playlist tuto pour voyager au Japon, la prochaine que je vais sortir sera sur le pré-enregistrement douanier, si je peux le nommer comme ça, qui est hyper simple, hyper pratique et qui vous fera gagner un temps fou à votre arrivée à l'aéroport au Japon. Et comme ça, on en aura terminé avec la partie comment se rendre au Japon, pour attaquer les vidéos sur la partie sur place, avec à suivre notamment la thématique de l'hébergement au Japon. Matane!